L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres. En Tunisie, la traque des djihadistes se poursuit près de la frontière algérienne. Aucun n'a encore été interpellé, mais les autorités affirment que la situation est sous contrôle. L'armée israélienne a-t-elle mené un raid sur la Syrie? L'information est jugée plausible par de nombreux observateurs, mais elle n'est ni confirmée ni infirmée par Tel Aviv et les autorités américaines. Le nouveau haut-commissaire de l'OMVS reçu à Dakar par le président Macky Sall au centre des échanges, le programme énergétique de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Voilà pour le sommaire, c'est sur la Tunisie que nous ouvrons ce journal avec cette chasse à l'homme. La traque de groupes armés djihadistes se poursuit près de la frontière algérienne depuis quelques jours maintenant. La situation est sous contrôle de l'armée selon les autorités tunisiennes. Ils sont venus avec des photos des gendarmes tunisiens blessés dans les montagnes par des engins explosifs. En reprenant les slogans de la révolution, ces habitants de Kasserine disent leur exaspération face à ce qu'ils appellent le terrorisme. C'est un message pour le gouvernement qui est complice du terrorisme qui frappe notre région, ne serait-ce que par son silence. Parmi les manifestants, des gendarmes sont également présents pour dénoncer le manque de moyens face aux djihadistes, tout en affichant leur détermination. Nous sommes en état de guerre contre ces groupes terroristes et extrémistes qui tuent sans raison. Nous n'attendons plus les instructions. La loi nous autorise à les pourchasser partout où ils se cachent. Depuis une semaine, dans les maquis du mont Chambi, l'armée est venue renforcer la gendarmerie pour mener des opérations de ratissage contre des djihadistes armés. Interdiction de filmer, l'armée ne communique aucune information sur les opérations en cours. Coopération militaire entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. 19 officiers supérieurs de l'École nationale de défense du Nigeria viennent de séjourner en Côte d'Ivoire pour s'imprégner de la gestion post-crise. En clair, ils veulent savoir comment les autorités militaires ivoiriennes gèrent-elles la crise post-électorale que connaît le pays. Ils sont au nombre de 19, ces officiers stagiaires venus de l'École nationale de défense du Nigeria, accompagnés de leurs encadreurs, parmi lesquels le général de brigade Youchaou Aboubakari, chef de délégation, et le vice-amiral Lokoson, commandant la dite école. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers supérieurs stagiaires qui aspirent au diplôme d'école de guerre ont voulu savoir comment les autorités militaires ivoiriennes gèrent l'après-crise, surtout au niveau des hommes en uniforme, pour le retour à la normalité. Sur les défis auxquels fait face le gouvernement ivoirien, le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, a donné des éclairages sur les actions engagées pour la reconstruction de l'armée, le rétablissement de la chaîne de commandement, la réconciliation entre les éléments des forces est-belligérantes et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Paul Kofi Kofi a également saisi l'occasion pour saluer l'excellence de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. Il faut noter que les stagiaires en visite en Côte d'Ivoire forment la 21e promotion de l'École nationale de défense créée en 1992 et délocalisée de Lagos à Abuja en 1994. Prochaine destination de la délégation, la Guinée équatoriale. Autre titre de l'actualité, je vous l'annonçais donc, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le Guinéen Cabinet Komara, était reçu en audience par le président sénégalais Macky Sall avec au programme la nouvelle feuille de route de l'OMVS qui va désormais se focaliser sur la production énergétique. Je vous propose d'écouter le haut-commissaire de l'OMVS, Cabinet Komara, au micro de nos confrères de la télévision sénégalaise. Nous avons eu le très grand privilège et l'honneur d'avoir été reçus par son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Nous sommes la nouvelle équipe qui a pris en charge l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. Donc moi-même,
mon haut-commissaire adjoint M. Diarra et M. le secrétaire général M. Ba, accompagné de M. le ministre qui nous a introduit chez le président. Donc l'objet était d'abord de le remercier, de présenter l'équipe, mais également prendre ses directives quant à la façon de reconduire et redynamiser cette organisation qui est un modèle dans la sous-région. M. Macky Sall était un ingénieur, était lui-même, il connaît bien le terrain. Le très grand souci aujourd'hui, c'est le déficit énergétique. Que faire pour que l'OMVS contribue très rapidement à combler une bonne partie de ce déficit énergétique à moindre coût? Et deuxièmement, naturellement, la navigabilité sur le fleuve Sénégal, de façon à ce que ce fleuve devienne réellement un trait d'union entre les pays de la région, de l'organisation, aussi bien en termes de champs de biens que de services et donc. À présent, ces faits divers qui pourraient provoquer un incident diplomatique entre l'Afrique du Sud et l'Inde. Les Gupta, une riche famille indienne, ont utilisé une base militaire sud-africaine pour faire atterrir un Airbus privé pour une cérémonie de mariage. Qui a donné l'autorisation? Chacun se rejette la responsabilité. Le mariage de Vega Gupta est terminé. Les invités reprennent l'avion pour l'Inde. Mais cette fois-ci, depuis l'aéroport civil de Johannesburg. À leur arrivée pourtant, ils ont atterri sur la base militaire de Waterkloof. Un passe-droit accordé à de simples particuliers. Richissimes, certes, mais civils malgré tout. Nous ne voulons mettre personne dans l'embarras. Nous ne voulons pas créer d'ennuis à qui que ce soit en Afrique du Sud. Mais des ennuis, certains risquent bien d'en avoir. Le scandale dit du Gupta Gate fait la une de tous les journaux. Qui a accordé un accueil VIP à la famille Gupta et ses invités? Qui a autorisé l'Airbus privé à atterrir sur une base militaire? Qui leur a accordé une escorte policière et exempté des droits de douane? Une enquête a été ouverte, des têtes sont déjà tombées dans l'administration, dans l'armée, mais en croire le gouvernement, ce n'est qu'un début. Nous ne laisserons rien au hasard et toute la lumière sera faite pour savoir ce qu'il s'est passé. Tous ceux qui ont terni l'image du pays seront tenus pour responsables, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction. La richissime famille Gupta est réputée proche du président Jacob Zuma. Deux de ses fils étaient d'ailleurs directeurs d'entreprises appartenant à cette famille d'origine indienne. Les Gupta sont aussi de généreux mécènes du parti au pouvoir, l'ANC. L'enquête ira-t-elle jusqu'à mettre en cause la présidence sud-africaine? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, les soupçons pèsent plutôt sur l'ambassadeur d'Inde à Pretoria, accusé d'avoir demandé l'autorisation d'atterrir et d'avoir triché sur la formulation pour l'obtenir. Voyons maintenant en bref et en images ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique avec Khadija Kiti. Le parquet de Bangui vient d'ouvrir une enquête pour violation des droits de l'homme à l'encontre de l'ancien président centrafricain François Bozizé, renversé le 24 mars dernier par les rebelles de la Seleka. C'est ce qu'a indiqué le ministre centrafricain de la Justice Arsène Sendé. L'enquête concerne également les proches de François Bozizé. Le Sénégal et le Tchad ont signé ce vendredi un accord de coopération judiciaire en vue du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Cet accord conclu à Dakar devrait permettre de faciliter la phase d'enquête entamée il y a tout juste 3 mois. Au moins 20 personnes ont été tuées ce vendredi dans de violents affrontements entre chrétiens et musulmans dans le centre-est du Nigeria. Les affrontements ont éclaté lors du passage du cortège funèbre d'un chef traditionnel chrétien dans un quartier musulman. Cette question qui a fait la une de tous les journaux, Israël a-t-il mené des frappes aériennes en territoire syrien? La cible visée, semble-t-il, serait le Hezbollah, allié de Damas. Officiellement, cette attaque n'a ni été confirmée ni infirmée par les autorités de Tel Aviv, mais beaucoup de spécialistes jugent plausible cette intervention militaire israélienne. C'est une guerre hors champ et incertaine que l'on évoque à travers des images amateurs et non vérifiées. Ici, un pont suspendu près de Der el-Zor, détruit par les bombes du régime, affirme le commentaire. Quand l'actualité du jour, c'est cet hypothétique raid israélien sur le territoire syrien dans la nuit de jeudi à vendredi.
L'information a été donnée par les médias américains. Israël a refusé de commenter, le régime syrien a démenti. Il parle, lui, d'un tir de roquettes rebelles sur l'aéroport de Damas. Mais une source diplomatique parle de la destruction de missiles solaires livrés par les Russes. Sur ces images d'explosion, la date au moins correspond. Cet universitaire israélien, spécialiste du Moyen-Orient, juge plausible l'intervention militaire. Je ne pense pas qu'Israël ait besoin d'un accord des Américains. Pour Israël, il y a des lignes rouges et l'une d'elles est le transfert d'armes de la Syrie vers le Hezbollah libanais. Hors champ encore ces rumeurs de massacres dans la région de Banyas, dans le nord-ouest du pays. Sur le web circulent de dures images de cadavres. Au moins 50 personnes auraient été exécutées sommairement jeudi dans le village de Baïda, affirme l'opposition, et au moins 60 vendredi dans un quartier de Banyas. Ce sont des zones sunnites, dans une région majoritairement alaouite, et que l'on présente comme le dernier réduit du régime si celui-ci venait à vaciller. Mais le régime ne vacille guère. Bachar al-Assad est toujours aux commandes à Damas et pour le prouver préside des cérémonies. Ce samedi, des centaines de familles quitteraient les quartiers sunnites de Banyas. Elles craindraient un nouveau bain de sang. Pas d'accalmie en Californie, aux États-Unis. L'incendie qui ravage le comté de Ventura a triplé en quelques heures. Des milliers d'habitations sont menacées par les flammes. 900 pompiers sont mobilisés, mais ils semblent débordés. Les habitants de cette maison ont déjà été évacués comme des centaines de personnes. L'incendie a triplé de taille en quelques heures dans le nord-ouest de la Californie. Tout a commencé jeudi près de Malibu avec des feux de broussailles attisés par un vent très fort et des températures de plus de 35 degrés. Habitués à ce genre de spectacle, les Californiens sont néanmoins inquiets. En 2 jours, plus de 4000 hectares de maquis sont partis en fumée. Face à l'ampleur du brasier, la mobilisation est grande avec plus de 900 pompiers sur le terrain. Dans les airs, 8 hélicoptères et 6 avions bombardiers qui déversent des produits pour freiner la propagation de l'incendie. Le vent change sans arrêt de direction et ça nous complique beaucoup la tâche. C'est notre plus gros problème. Et il faut qu'on protège des flammes de nombreuses infrastructures qui sont menacées. Des maisons ont été endommagées et des véhicules détruits. Cet homme, qui vit dans le comté de Ventura, a eu de la chance. Le feu était tout proche de nos maisons. Les pompiers ont fait un boulot incroyable. On les remercie infiniment. Les autorités affirment maîtriser environ 20% de l'incendie qui ravage encore ce matin l'arrière-pays de Los Angeles. Faut-il se méfier des produits alimentaires en provenance de la Chine? C'est selon, bien sûr, ces nombreuses révélations ces derniers temps appellent tout de même à la prudence avec ces nouveaux scandales sanitaires. Des plats à base de rats et de renards ont été commercialisés. Ils étaient censés contenir du bœuf et du mouton. À cela s'ajoutent des produits chimiques. 900 personnes ont été arrêtées par les autorités chinoises qui veulent mettre fin à ce genre de pratiques. Dans ces cuisines, des sacs d'additifs ajoutés à des beignets vapeur. Des produits chimiques, parfois utilisés à haute dose pour dissimuler des défauts de qualité. Beaucoup de ces additifs sont interdits, mais la réglementation est mal appliquée jusqu'ici. Alors Pékin a décidé de réagir. Un ministère à part entière est désormais chargé de superviser la sécurité alimentaire et de transférer les fraudeurs à la justice. Les crimes liés à la sécurité alimentaire se déroulent toujours dans le cadre d'une chaîne. Ils sont commis par des groupes, donc les responsables directs ne doivent pas être les seuls à être punis. Il faut aussi poursuivre ceux qui les ont aidés pour que cela ne se reproduise pas. Les autorités chinoises promettent aussi de s'attaquer à la vente de cochons morts de maladies à l'industrie alimentaire. Si la répression s'accélère, c'est que la liste des scandales s'allonge. Vente d'huile récupérée dans les caniveaux à la sortie des restaurants, vente de choux enduits de formol, lait en poudre pour bébés contaminés, ou plus récemment, des milliers de cochons morts découverts flottant dans le fleuve de Shanghai. Reprendre le contrôle de la chaîne alimentaire est pour Pékin une urgence politique. C'est devenu l'un des principaux sujets de préoccupation des Chinois. Selon la Banque asiatique de développement, 300 millions de personnes sont affectées chaque année en Chine par des maladies liées aux défauts de sécurité alimentaire.
Retour au Sénégal avant de refermer ce journal. Le désencombrement des voies ferrées a commencé dans le département de Pikine et Dakar. Ce sont plus de 600 personnes qui ont été déguerpies des rails. Une opération qui vise à rendre le transport ferroviaire plus fluide et à sécuriser les populations riveraines. C'est un reportage de nos confrères de la télévision sénégalaise. Voici ce qu'offrait comme décor, il y a de cela plus d'une dizaine d'années, la gare de Thiaroye. À présent, l'occupation anarchique des rails est en phase d'être oubliée avec cette vaste opération. Le transport ferroviaire peut espérer de plus beaux jours et les populations de la zone plus de sécurité. Qu'on enregistrerait un seul blessé ici par train, que ce serait grave de voir des populations se mettre sur les rails pour vendre des produits. Or, c'est un lieu d'exploitation du train. Donc, pour la sécurité et de nos circulations et des populations, il n'était pas question de continuer à vivre cette situation. Près de 600 personnes, dont la plupart des commerçants, ont été recensées tout au début du processus, en l'an 2000. Elles sont recasées dans un centre commercial pour pouvoir poursuivre leurs activités. Avec les commerçants eux-mêmes, ils avaient des délégués qui ont participé depuis le tout début à l'identification des solutions, le recensement des personnes qui étaient impactées et aussi le déplacement de ces personnes-là. Les autorités des chemins de fer sont résolues à mettre un terme à cette situation qui a duré. Un comité a été mis sur pied pour faire le suivi de cette opération. Nous allons mettre aussi un dispositif avec un personnel que avec qui nous allons contracter, en plus des agents de Transrail qui sont en permanence sur ce site-là. Donc nous allons tout faire et puis entreprendre très rapidement les travaux qui ont commencé et qui se sont arrêtés il y a quelques années de cela. Ces rails désormais libérés des étals de marchandises, le transport ferroviaire sénégalais s'offre une nouvelle opportunité de mieux se développer. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision, 20h30 votre série The Unite, 21h30 Afrique Info, première partie, 22h15, une autre série Chouarg et à 23h30 deuxième partie d'Afrique Info. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision, mais n'oubliez pas demain le rendez-vous de l'actualité avec Sekou Tangara et ses invités dans le débat du dimanche à partir de 19h et moi juste après à 20h pour une nouvelle édition d'informations sur Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur